Ce gars qui avait fabriqué cet échiquier l'a apporté à un roi. Ce gars l'a juste battu de toutes les façons possibles parce qu'il connaît toutes les permutations et combinaisons. Le roi a dit, je veux te récompenser. Le ministre désespéré a dit, ça va prendre 500 ans. Un bel incident a eu lieu. Vous savez que les échecs s'appelaient Shatranj en Inde. Vous savez? Le jeu a été inventé par des mathématiciens indiens. En général, la légende dit que ça vient de l'université de Nalanda ou d'un mathématicien de l'université de Nalanda. L'université de Nalanda a des milliers d'années. Vers 1500 avant JC, il y avait une université avec plus de 30 000 personnes qui étudiaient et 18 000 enseignants. Allô? On n'a jamais entendu parler d'une chose pareille n'importe où dans le monde. Donc l'université de Nalanda avait plus de 30 000 étudiants et 18 000 enseignants, y compris probablement des chercheurs et ci et ça, n'importe, à cette époque. Les mathématiques, l'astronomie étaient les principaux domaines. Donc, ce type qui a fabriqué cet échiquier l'apporte à un roi dans une autre partie du pays qui n'y connaît rien. Il arrive et montre la magie de ce jeu. Donc, peu importe comment le roi pense qu'il est intelligent et peu importe la façon dont il essaie de jouer, ce type le bat de toutes les façons possibles parce qu'il connaît toutes les permutations et combinaisons du jeu. Alors, le roi est très impressionné par la chose. Une chose importante, depuis l'Antiquité en Inde, c'est que les rois jouaient toujours au Shatranj, ou aux échecs, parce qu'ils pensaient que cette application du mental est très importante pour régner, pour gagner des guerres, et faire ce genre de choses. Donc il a dit, c'est un jeu vraiment fantastique, je veux te récompenser, que puis-je t'offrir? Dis-moi ce que tu veux, je vais te donner ce que tu veux. Alors, ce type, qui était un peu vieux, dit, je suis un vieil homme, que vais-je faire des choses que tu me donnes? Je veux juste être assuré d'avoir à manger pour le restant de ma vie. Alors fais une chose. Dans la première case de l'échiquier, mets un grain de riz. Dans la deuxième, 2 grains. Dans la troisième, 4 grains. Dans la suivante, 8 grains, 16 grains, et ainsi de suite, tu continues. Donc, dans chaque case, tu dois mettre 2 fois plus de grains que dans la case précédente. Le roi dit, c'est tout, je peux te donner un sac d'or. Il dit, non, non, ça me suffira. Alors, le roi dit à son ministre, ok, quel idiot. Il veut quelques grains, tu sais, des grains de riz, donne-les lui. Puis, quelques jours plus tard, le ministre désespéré arrive et dit, on n'arrive pas à donner à ce type ses grains. Il dit, pourquoi? Donne-les lui, c'est tout. Alors, quand tu arrives à la 10e case, ça fait 512 grains. Et ainsi de suite, ça se multiplie. Quand tu arrives à la 64e case, ça fait 18 milliards de grains. Donc, il n'y a pas moyen. Si on les met dans un silo ou un grenier ou un entrepôt, il faudra un grenier de 5 km sur 10 km sur 5 km de hauteur pour contenir autant de grains. Si on donne toute la production de notre pays, notre production de grains, ça va prendre 500 ans. Le roi se dit, que faire? Il lui avait promis de lui donner ses grains. Le roi, très inquiet, rentre chez lui, au palais, et voyant son visage préoccupé, la reine demande, « Quel est le problème ?» Il explique, « Le problème, c'est que ce type
à demander ça, je pensais que c'était très simple. On dirait que je suis piégé, comme aux échecs. Échecs. Alors la reine rit et dit, « Ce n'est pas un problème, parce qu'elle aussi venait... » Son père était le roi de Magadha, qui était tout près de l'université de Nalanda. Elle venait de ce milieu. Elle dit, « Ne t'inquiète pas. » Tu lui dis, « On va vous les donner. La seule chose, c'est qu'il doit compter chaque grain avant de le prendre. » Donc s'il compte 10 heures par jour, il va compter moins de 2 kilos par jour. Qu'il compte. Alors ils lui ont dit, tu les comptes avant de les prendre, on te donne tous les grains que tu veux. Nous on va verser du grain ici, toi tu le comptes et tu le prends. Alors il a accepté un sac d'or et est parti. Donc, votre mental est comme ça. Ce qu'on appelle notre mental est juste pour utiliser un grand nombre, mais c'est bien plus que ça, c'est 1 milliard de pièces. Disons 1 million. 1 million, c'est plus parlant, oui? Un manoir d'1 million de pièces placé ici. Est-ce que quiconque l'a entièrement exploré? Personne. Donc, quelle est sa qualité? Quelle est sa nature? Quelle est son ampleur? Eh bien, ce sont 2 questions, mais elles sont liées. Y a-t-il une seule personne qui ait exploré les millions de pièces de son mental? Non. Parce que ça prendrait beaucoup de temps. Si tu dois entrer dans chaque pièce, ça va prendre très longtemps. Mais on a une vie très courte. Donc, personne ne les voit vraiment toutes. C'est comme si tu allais dans un hôtel avec 1000 chambres. On te donne une carte magnétique. Ta carte ouvre seulement une chambre. Vous avez essayé parfois, mais elle n'ouvre qu'une chambre. Il y a quelqu'un d'autre, habituellement une dame qui nettoie les chambres avec tout cet équipement. Elle a une carte qui ouvre toutes les chambres. Suppose que ta carte ne marche pas ou que tu l'aies oubliée, alors tu la supplies. Si elle est de bonne humeur, avec son unique carte, elle ouvre ta chambre et l'autre chambre. Parce que à cet étage, toutes les chambres, sa carte les ouvre. Mais si elle va à un autre étage, elle ne s'ouvre pas. Il y a le manager de l'hôtel. Il a une carte qui ouvre toutes les chambres. Mais est-il allé dans les 1000 chambres de l'hôtel? Non. Au hasard, il en a visité un certain nombre. Avec ça, il sait ce qui se passe dans chaque chambre. Donc, de la même manière, ceci est un manoir d'1 million de pièces. Personne ne visite toutes les pièces. Mais en entrant dans une pièce et en prêtant assez attention à cette seule pièce, tu peux connaître les millions de pièces, pas leur contenu, mais leur qualité. Tu ne pourras peut-être pas exploiter toutes les capacités ou possibilités contenues dans chacune de ces pièces. Mais si tu en exploites 1 ou 2 ou 3, c'est déjà bien. Pour survivre, une pièce suffit. Comment gagner sa vie? Je parle de votre grande carrière, vos études, tout tourne autour de comment gagner sa vie, d'accord? La survie. Pour survivre, une pièce suffit. Cela inclut le genre d'études que vous voulez faire, quel genre de travail vous voulez obtenir, comment bien faire ce travail, comment obtenir une promotion, comment épouser la bonne personne. La bonne personne. Allô?
la bonne personne. Pour tout ça, une pièce suffit, la survie. Si tu entres dans une autre pièce, soudain, beaucoup de choses vont se passer. Si tu entres dans 10 pièces, tu vas vivre une vie magique au point que les autres vont penser que tu es une sorte de surhumain. 1 million de pièces, personne n'y entre parce qu'il n'y a pas assez de temps. Mais on peut connaître la qualité fondamentale de ces pièces. On n'a pas à connaître le contenu de ces pièces, mais la qualité fondamentale. Et si tu apprends à laisser toutes les pièces, les portes sont ouvertes. Tu les laisses ouvertes, tu n'entres pas. Si tu les laisses ouvertes, si tu n'es pas toi-même une porte fermée, alors tout ce qui est nécessaire dans ces millions de pièces pour ta vie va venir à toi, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas conscient, ça arrive juste. Parce que le contenu est là de toute façon. Le contenu n'est pas que le tien. Le contenu est là. Depuis cette vie unicellulaire jusqu'à cet instant, tout ce qui s'est passé est là. La mémoire évolutive est là, la mémoire génétique est là, la mémoire karmique est là, toutes sortes de mémoires dont vous êtes conscient ou inconscient est là. Tout ce que vous avez absorbé au travers des 5 sens. Donc, c'est un volume énorme. Personne ne peut passer au crible toute la fichue chose, c'est trop. Donc c'est pour cela que dans la culture du yoga, on ne croit pas à l'analyse du mental. Parce que si tu analyses, tu dois analyser les millions de pièces. Ça veut dire qu'il te faut un rendez-vous chez le médecin pour les millions d'années à venir. Et je ne sais pas combien ça coûte, mais 1 million d'années déjà, vous ne les avez pas, oubliez les autres millions. Donc la nature de ceci, c'est que même ce million ne fera pas qu'1 million. Parce que les mathématiques, c'est comme ça. 1 million n'est pas juste 1 million. Tu peux les multiplier par n'importe quoi. Ceci est la nature fantastique de ce mental. Ceci, tu peux t'en servir comme une machine à fabriquer du malheur. Allô? Où est fabriqué tout le malheur humain? Dans votre mental. Ou tu peux t'en servir comme d'un miracle. Qu'est-ce qu'un miracle? Quand on dit miracle, on ne parle pas d'une arnaque que quelqu'un fait au nom de la religion ou de quoi que ce soit d'autre. Miracle veut dire que c'est là où le pont de la logique ne peut pas te faire traverser. Avec la logique, tu es allé jusque-là, au-delà de ça, ta logique n'est pas capable d'y aller. C'est là qu'on dit, c'est miraculeux. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est 10 fois ou 100 fois plus intelligent que toi ne peut pas faire le pont. Peut-être que quelqu'un va faire le pont, mais dans ton expérience, c'est un miracle. Ça ne veut pas dire que tu crois que sans aucun processus, c'est arrivé. Pour un miracle aussi, il y a un processus. C'est ton choix de faire de ceci soit un miracle, soit un malheur. Et pour les deux, il y a un processus. Un des processus, beaucoup d'entre vous l'ont exploré. Pas maîtrisé, j'espère. Allô? Vous l'explorez seulement ou vous avez un doctorat? Je vous le demande. Vous l'explorez seulement. Pas maîtriser le malheur. Donc, pour fabriquer du malheur à partir de ceci, il y a un processus. Pour en faire un miracle, il y a un processus. La façon dont quelqu'un vit peut sembler miraculeuse pour quelqu'un d'autre. Mais il y a un processus derrière ce miracle. C'est juste que l'autre ne voit pas le processus, n'est pas capable de comprendre le processus.
Il y a de nombreux types de miracles. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est un mot controversé, mais je veux parler du miracle du mental. Donc, qu'en pensez-vous? Devrait-on apprendre au monde à faire de ce mental un miracle? Est-ce important? Cela doit arriver à cette génération parce que jamais auparavant, personne n'a eu le pouvoir de communiquer avec le monde entier. C'est la première fois. On doit utiliser cela pour faire en sorte que cela ait lieu. On n'utilise pas cette technologie pour nous ruiner, on utilise cette technologie pour nous élever. À nous de jouer.